Retour sur ce plateau de Regards croisés pour parler du Niger, le Forum national inclusif, seul cadre pour un plan de sortie de crise selon le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Alors, le 26 juillet dernier, le président du Niger, Mohamed Bazoum, est renversé par un coup d'État militaire. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, s'installe au pouvoir. Plus de 2 mois après ce changement de régime, quel regard, Ibrahim, portez-vous sur la situation politique de ce pays sur la scène internationale? Non, mais il faut dire que depuis le coup d'État, le Niger n'est plus, disons, en odeur de sainteté avec les institutions, disons, internationales. La communauté internationale n'est pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé au Niger, parce que quand on parle de coup d'État, c'est une voie de fait, vous savez, c'est une manière, ou bien, disons, un procédé qui n'est pas du tout démocratique. Donc, du coup, ça ne peut que susciter vraiment l'ire de tout ce qui voudrait que les choses se passent de façon démocratique dans les pays africains et partout dans le monde. Et surtout que l'État nigérien est un État qui s'est déclaré démocratique. Mais en dehors de ça, il faut dire tout simplement que au niveau de la vie politique au Niger, il y a le problème de rupture de confiance avec la France qui pose un certain nombre de problèmes dans la gestion du pays au niveau de Niamey. Il y a aussi le problème avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO aussi. Donc voilà cette institution sous-régionale qui a imposé, disons, des sanctions à l'État nigérien et en même temps aussi qui a mis sur le tapis l'évidence d'une intervention militaire pour aller déloger les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey et rétablir Mohamed Bazoum. Vous voyez que ces militaires-là sont vraiment acculés. Et c'est vraiment une de grande pression sur ces militaires et dans ces conditions, ces militaires ne peuvent que chercher la légitimité auprès de la population. Donc ils ont le soutien du peuple actuellement, ils surfent sur ça et je pense que c'est pour cela quand on leur pose toutes les questions concernant la transition, ils estiment que c'est avec le peuple, c'est avec la population qu'ils vont gérer ce cas. Germain. Oui, je crois qu'ils sont un peu dans cette logique-là, mais en même temps, on est en train de voir le remake de ce qui s'est passé au Tchad. Quand on sait qu'à la nomination du Premier ministre nigérien, sa première sortie, c'était en direction du Tchad. Le Tchad qui n'est pas membre de la CEDEAO, mais qui avait eu mandat de la CEDEAO pour aller porter un message ferme aux autorités du Niger. Et quand on dit un forum national inclusif, c'est pratiquement la même chose que ce qui a été fait au Tchad, même si ça n'a pas été aussi inclusif que ça a permis quand même de prendre de grandes décisions sur la conduite à tenir, sur l'organisation de la transition, donc je pense que c'est probablement un schéma inspiré du Tchad. Vu que le Premier ministre y a fait un tour, puisque parallèlement à cela, il y a l'Algérie qui est très proche du Niger aussi, qui proposait sa médiation avec un médiation qui a été rejetée, on pourrait dire. Rejetée. Parce que le général Abderrahmane Tiani, il est droit dans ses bottes. Hein. Oui. Pour lui, c'est seul, comment dire... Le dialogue, le forum. Un forum national inclusif qui peut donner une direction à suivre au pays. Oui, au départ, il n'avait pas fermé la porte à la médiation algérienne, mais après, je crois que ce qui s'est passé à New York, quand on a vu tous ces militaires défiler à la tribune des Nations Unies, ils ont semblé passer un message assez clair, c'est qu'on n'a pas à leur imposer quoi que ce soit dans leur pays. Ils entendent organiser le pays donc, comme ils le souhaitent. Et donc, une fois de retour, il s'est inscrit dedans. Maintenant, on reste à savoir quelle sera la nature de ce forum national inclusif dont il parle. On va en parler dans la suite, au cours de ce débat. Voilà, donc. Alors, Gabin, est-ce que ce quiproquo entre Alger et Niamey aurait pu être évité? Bon, ça aurait pu être évité, hein, surtout du côté de l'Algérie, parce que l'Algérie s'est beaucoup trop prononcée. Surtout, je pense qu'ils sont vite allés en besogne en parlant de 6 mois.
C'est un peu ça qui a hérité le CNSP. Il ne faudrait pas que vous nous fixiez une période. C'est à nous de déterminer la durée qu'il nous faut pour conduire la transition, pour mettre le Niger sur les bons rails. Mais c'est bien que l'Algérie a proposé ces missions de bons officiers. Depuis le début de cette crise, l'Algérie a été l'un de ces pays-là qui a beaucoup plus soutenu le CNSP. Mais il ne faut pas outrepasser aussi ses compétences et la main qu'on t'a donnée. Donc je pense que l'Algérie pourrait proposer ces missions de bons offices, mais quand même s'arrêter là et ne pas aller avec la durée de la transition. Alors, les militaires se verront même offrir 6 mois de plus par le président, l'actuel président du Nigeria, qui donne 6 mois, une allonge de 6 autres mois au Niger pour la durée de la transition. Je pense que lui, il est disqualifié. Plus les 6 mois de l'Algérie, ça fait 1 an. Je pense que lui, il est disqualifié pour parler encore du problème du Niger. Disqualifié, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop dire? Oui, lui, il est disqualifié parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il peut encore discuter avec le régime nigérien aujourd'hui. Il s'est mis en porte-à-faux contre ce régime-là depuis le début. Ses déclarations vont en guerre et tout. Donc, il y a un climat de méfiance entre le CNSP aujourd'hui et le Nigeria. Donc, même, il y a beaucoup de pays. Le Bénin aujourd'hui ne peut plus discuter de cette transition-là avec le Niger. On peut choisir un autre pays comme médiateur, mais je pense que Tinubu et autres là, ça ne sied pas. Maintenant, je pense que les Nigériens, ils savent ce qu'il leur faut. Moi, ce que j'aimerais au niveau du CNSP, c'est que réellement ce forum soit inclusif, qu'il prenne en compte tout ce que les gens vont dire, tous les bords, y compris le parti le PNDS de Bazoum, qu'ils amènent tout le monde à dire ce qu'ils ont sur le cœur et ce qu'ils proposent pour l'avancement du pays. Parce qu'ils doivent avoir un défi. Ouais. Ces militaires-là doivent avoir un défi, que ce forum et cette transition servent de base pour une démocratie assez durable pour le Niger, pour qu'on ne revienne pas encore sur une histoire de coup d'État. Parce que bâclés là, on va encore vivre ce phénomène-là dans très peu de temps. Donc, on pourrait dire aujourd'hui que les généraux montrent un Niger fier de sa position, de son identité, qui assume pleinement son choix et ses choix stratégiques. Mais pour combien de temps? Bon, au-delà de la fierté, c'est une question de savoir ce qu'il vous faut. C'est vrai que le Niger est un pays souverain, mais on ne peut pas vivre en autarcie aussi. Donc du coup, il faut juste savoir ce qu'il nous faut. Et ceux-là qui savent ce qu'il faut au Niger, ce ne sont que les Nigériens. Maintenant, est-ce que toutes les forces vives de ce pays-là seront représentées à ce forum? C'est là toute mon inquiétude. Justement, c'est la question que je souhaite vous adresser, Ibrahim. Est-ce que les militaires peuvent réussir à fédérer toutes les forces vives, comme il appelle, du Niger? Non, ça dépendra de l'approche. Parce qu'en fait, participer à cette réunion, participer à ce forum, c'est en fait légitimer le pouvoir des militaires. Tout à fait. Ouais, bon, on sent déjà, ou bien on remarque une adhésion populaire. C'est vrai que la foule qui se réunit souvent à Niamey, on ne peut pas dire que c'est tout le peuple nigérien. Voilà, on ne peut pas dire que c'est tout le peuple nigérien, mais ça dépendra aussi de l'approche des militaires. Si les militaires optent pour une approche beaucoup plus inclusive, puisqu'ils parlent d'un forum inclusif, donc ça, ce qui suppose que toutes les forces et vives de la nation seront représentées et toutes les forces vives iront à ce forum et chacun va essayer de faire des propositions et de voir éventuellement ce que ça va donner. Mais n'oublions pas aussi que les militaires ont un objectif, parce qu'en faisant le coup d'État, ce n'est pas par un effet de hasard. Ils ont dit qu'ils veulent redresser la vie économique et politique du Niger et faire en sorte que le Niger retrouve une certaine souveraineté. On estime que le président Bazoum n'était pas proprement parlé un président qui, en tout cas, rimait, qui travaillait, qui avait leur vision, ou bien qui travaillait véritablement pour les intérêts nigériens. On estime qu'il avait des acquaintances avec les multinationales, il avait des acquaintances avec des
des puissances étrangères. Donc, ce qui faisait que tout ce qu'ils faisaient, bon, il y avait quand même un penchant pour les intérêts qui ne sont pas les intérêts des Nigériens. Donc, les militaires, eux, ils se disent qu'ils vont travailler. C'est d'où l'attitude souverainiste qu'ils affichent en disant qu'ils travaillent pour le Niger. C'est le Niger avant tout. Donc, voilà pourquoi ils veulent consulter la population ou bien le peuple dont ils tirent entre griffes leur légitimité, parce qu'avec le soutien qu'ils ont lors de leur sortie, lors des manifestations et tout ça là, donc ils ne veulent pas perdre ce soutien, donc ils veulent associer la population à toutes les démarches qu'ils auront à adopter pour la normalisation de la vie au niveau du Niger. Voilà. Économique au Niger. Notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Voilà ce qu'a assuré le général Abdoulaye Rahman Tiani samedi 19 août. Ce jour-là, le nouvel homme fort du Niger souhaite mettre en place une transition de 3 ans. Aujourd'hui, il s'agit d'un forum national inclusif qui est considéré comme une condition sine qua non pour définir la période avant le retour des civils au pouvoir. Est-ce que vous pensez, Germain, que le délai de 3 ans va diminuer ou sera gardé tel quel ou augmenter peut-être à 5 ou 7 ans? Mais voilà, donc quand le militaire annonce déjà qu'il veut faire 3 ans maximum. 3 ans maximum, je pense que c'est pour calmer un peu l'opinion parce que les Maliens aussi sont passés par là. Ils avaient proposé 4 ans, la CD avait refusé, le Nigeria à l'époque avait dit que 4 ans, ça faisait le mandat présidentiel chez eux. Donc au Niger, on parle de 3 ans maximum. Mais la réalité, c'est que quand on a vu ces militaires aux Nations Unies la dernière fois, parce qu'ils ont eu accès à la tribune des Nations Unies, ce qui n'était pas le cas de tous les militaires qui ont fait des coups d'État, c'est comme si l'ONU même leur accordait une certaine légitimité. Et je ne crois pas que ces militaires-là sont là pour des transitions de 2-3 ans. Au Mali, déjà, vous voyez qu'on arrive à 4 ans, les élections sont repoussées, avec une opinion au Mali qui voudrait que Goïta soit candidat. Et vous allez voir, même sur les réseaux sociaux, il y a des groupes qui se forment pour demander à tous ces militaires-là de rester au-delà des transitions et d'être candidats. Donc, vous voyez, donc c'est clair que moi, quand je les ai vus aux Nations Unies, ce ne sont pas, ou ce ne sont plus des militaires qui sont là pour gérer. Nous pouvons nous attendre à 3 ans et plus, pas moins. Voilà, donc ce que le forum va décider, et vous allez voir que les voix discordantes, on ne va pas beaucoup les entendre à ce forum-là. Vous êtes analyste. C'est ceux-là qui vont être dans la logique, puisque les militaires disent qu'ils sont venus pour redresser les choses. Oui. Ce forum ne sera pas aussi libre que ça. Ce n'est pas à l'époque des conférences nationales où c'était un peu plus libre. Ici, ce sont les militaires qui ont eu la volonté de mettre en place ce cadre. Ils vont choisir. Il faut savoir parler quand on ira à ce cadre-là. Alors, Gabin, vous êtes analyste politique. Est-ce que vous pensez également qu'il n'y aura pas de transparence, de liberté à cette réunion qu'on dénomme le Forum national inclusif pour contredire en fait les militaires? Je ne veux pas leur faire des procès d'intention. Je veux attendre voir ce qui va se passer et juger après. Parce que bon, vous savez, on a parlé de quelque chose tout à l'heure du cas du Tchad. On a vu un Kaka Déby se faire entourer de ses amis, de ceux-là qui approuvent ses idéaux pour se faire légitimer. Et aujourd'hui, il se positionne pour être candidat aux élections présidentielles. Je pense que le Niger, avec tous les problèmes qu'ils ont, parce que le Niger a un problème de djihadisme, de terrorisme, je pense qu'il ne faut pas se dévier de ces objectifs-là aussi. Et pour arriver à lutter contre ce problème-là et surtout arriver à bout, il faut qu'on prenne en compte l'opinion de tout et chacun. La démocratie, moi, je ne suis pas totalement dans cette logique d'élection, aller aux élections pour les élections, parce que il faudrait qu'on évite de tomber dans un cycle de Sisyphe, dans un travail de Sisyphe à chaque moment. Qu'on règle le problème une fois pour de bon. Et le problème du Niger aujourd'hui, c'est quel problème? C'est un problème de terrorisme.
C'est ça qui pose problème. C'est ce qui a fait que, bon, ils ont délogé Bazoum et ils sont venus au pouvoir. Maintenant, est-ce que ce problème... Le Niger est toujours considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la planète. Oui. Donc, ce n'est pas juste le problème sécuritaire qui a posé... C'est pas... Voilà, c'est pas, tu as touché du point quelque chose de très important, c'est pas juste le problème sécuritaire. L'un des pays les plus pauvres de la planète, c'est vrai, mais jusque-là, c'était des civils qui avaient dirigé. Depuis que les civils, ils ont dirigé, il n'y a rien qui avait changé. Tout ce qu'on demande à ces militaires-là qui sont là aujourd'hui, c'est de diriger le pays pour le plus grand bonheur de la population, prendre en compte les intérêts de la population. C'est ce qui est important. Il ne faut pas diriger un pays, vous vendez le pays et puis bon, vous sauvegardez votre siège. Ça n'a rien d'important. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que la junte, comme on l'appelle, au pouvoir, va être dans ce schéma de démocratie? Oui, il le faut. Il le faut, puisque on appelle le Niger... Parce qu'on ne peut pas chasser un président oui. démocratiquement élu, venir prendre sa place et rester dans ce même format après tout. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut relever. Vous pouvez élire un président démocratiquement et puis par après, vous constatez que ce président-là, véritablement, ne répond pas à vos intérêts. Mais laissez-le finir son mandat. Vous ne pouvez pas laisser votre population souffrir, périr, jusqu'à ce que ce monsieur-là termine son mandat. Ce sont les Nigériens qui savent les raisons pour lesquelles ils ont fait déchoir Bazoum et aujourd'hui les militaires sont là. Ils savent pourquoi ils soutiennent les militaires. Je pense qu'au début, la ferveur populaire n'était pas véritablement pour les militaires. Mais c'est compte tenu des ajustements et de la CEDEAO et de la France, c'est là que les populations se sont dit, ben là on est menacé. Ça veut dire que ces messieurs qui sont là, ils représentent véritablement nos intérêts. Maintenant, si Tiani et ses hommes étaient venus pour quelques intérêts que ce soit, qui n'étaient pas pour la population, aujourd'hui, la population les a contraints à changer d'avis. Et ils sont obligés de répondre aux aspirations de la population parce que je pense que la population aujourd'hui veille au grain et on verra ce qui va sortir de ce forum inclusif-là, si véritablement c'est inclusif. Parce que moi, je ne veux accorder la confiance totale à personne dans cette histoire. Le pouvoir, parfois, ça saoule. Ouais. On va voir ce que ça va donner, ce que Tiani et ses hommes vont faire après. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils n'oublient pas que ce sont les Nigériens qui les ont soutenus jusque-là et sont obligés de répondre aux aspirations les plus profondes de cette population. Ibrahim, est-ce que les conclusions de ce forum pourront rendre la CEDEAO un peu plus indulgente vis-à-vis du Niger? Non, la CEDEAO est déjà fragilisée. Vous savez que... Mais il y a les sanctions qui pèsent toujours sur... Oui, et la CEDEAO sera obligée de lever ces sanctions parce que par rapport au cri d'alarme, même vous voyez, l'institution onisienne a demandé tout récemment qu'on revoie ces sanctions parce que sur le plan humanitaire, ce n'est pas du tout soutenable parce que les enfants meurent dans les hôpitaux faute de médicaments et c'est un pays qui est enclavé et depuis fort longtemps, il y a l'aide humanitaire qui parvient à des populations. Donc depuis qu'il y a ce blocus, tout ce qu'il y a comme denrées alimentaires, tout ce qu'il y a comme aide pour pouvoir soutenir les familles, les ménages vulnérables, ça n'arrive plus à aller. Donc c'est du coup un sérieux problème au point de vue humanitaire et sur le plan, disons, humain, au niveau des Nations Unies, c'est en contradiction avec les objectifs des Nations Unies. Donc du coup, je vois que la CEDEAO sera obligée à un moment donné de revoir sa copie par rapport à ces sanctions et surtout que l'option militaire ne semble pas faire l'unanimité dans l'espace. Elle est dans une impasse et donc vous voyez que c'est fini. Donc la CEDEAO ne peut plus dire quoi que ce soit et surtout, il faut le préciser, la France qui au départ avait bombé le torse, qui au départ avait dit qu'elle n'allait pas quitter, l'ambassadeur n'allait pas partir, finalement elle a lâché prise. Vous comprenez que ça donne beaucoup plus de poids et d'engouement aux militaires de foncer parce que même le plus puissant, la France a cédé face à leur pression et donc ils ne voient plus les quelques États, là, quelques présidents qui s'égosillent à vouloir faire passer la position de la CEDEAO. On va donner la parole rapidement à Germain avant d'aller à la pause. Et est-ce que aujourd'hui on peut dire avec l'organisation du dialogue national inclusif, tous les autres États vont céder comme Ibrahim le dit?
Oui, non, même sans ce dialogue-là, la CEDEAO va céder. Déjà, les États-Unis ont cédé, l'ONU a cédé en leur accordant une tribune. Ce n'est pas la CEDEAO qui va encore résister. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres intérêts qui font que les Occidentaux même ne sont plus attachés à la démocratie dans ce pays. Soit on met la sécurité en avant, on développe tout un argumentaire pour justifier le coup d'État, pour légitimer pratiquement les militaires qui font les coups d'État. Et je crois qu'on est en train d'assister à ce qui s'est passé après les années 60, où plusieurs militaires sont arrivés au pouvoir par la force. Et ceux-là qui sont là, ils ne vont pas rester 5 ans. Ce n'est pas 10 ans, c'est 15 ans au-delà. Et on va revenir encore réclamer la liberté qu'on a réclamée dans les années 90. Je crois qu'on est en train de tourner en rond. C'est vrai que la démocratie n'a pas apporté la solution aux Africains parce que la pauvreté est là et les gens s'en foutent maintenant des libertés. Ils ne se disent pas on a élu un président, d'accord, mais on a faim. Donc, les gens s'en foutent de l'élection, s'en foutent des libertés. On se dit, bon, le militaire peut venir, c'est la faute du blanc. Si on souffre, il va venir ramener tout ça, on va connaître la prospérité. Peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas. Mais Alors, après... c'est pas dangereux, ce cycle? Oui, dans c'est lequel dangereux les pays sur le africains se déficit retrouvent? démocratique. Là, il est consacré. Et je vous dis, aucune transition ne sera respectée. Tous les délais donnés par la CEDEAO, aucun délai ne sera respecté. Les militaires vont fixer eux-mêmes leur calendrier. Ils vont se donner la possibilité d'être candidats, poussés par les mêmes qui sont dans la rue aujourd'hui, qui vont leur demander d'être candidats et de continuer le travail. Et puis après, il n'y aura plus d'opposition en ce moment parce qu'ils disent qu'ils sont là pour redresser le pays. Ils vont restreindre toutes les libertés. Peut-être qu'ils vont réussir. Comme au Ghana, Rawlings a pu le faire. Mais il y a eu beaucoup d'échecs aussi. Après le coup d'État, on en a vu au Nigeria où les coups d'État se sont succédés. Demain, vous allez voir, ça va consacrer aussi l'arrivée au pouvoir par des coups d'État. Ça peut être un autre militaire qui arrive. Il chasse celui-là, il sait qu'on ne lui fera rien, et ainsi de suite. Donc, on est en train d'ouvrir malheureusement une nouvelle ère qui va être compliquée. Maintenant, on est entre les libertés et le développement et la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'insécurité. Vous avez cité un exemple tout à l'heure, Jerry Rawlings du Ghana. Quels étaient ses atouts pour qu'après son coup d'État, il arrive à redresser, même si c'était en partie son Lui, disons qu'il a eu un certain charisme, parce qu'avant lui, plusieurs autres militaires ont fait des coups d'État. Mais lui, il a réussi quand même à... à mon avis, il avait une vision. Il a su mettre les Ghanéens au pas et au travail. Et il a développé le pays et il a su partir aussi. Vous avez vu au Mali, il y a un militaire qui a failli faire la même chose, mais qui n'a pas connu le même sort. ATT sera chassé finalement du pouvoir. Donc, la solution militaire n'est pas toujours la bonne solution. Elle a été la bonne solution dans un pays comme le Ghana, dans un pays comme le Rwanda peut-être encore, on peut citer, mais dans la plupart des pays, ça n'a pas été de bonne solution. Espérons que ceux qui aujourd'hui agissent au Mali, en Guinée, au Niger, au Burkina Faso, auront cette vision-là, qu'au-delà même de ces entorses à la liberté, parce que bon, la situation sécuritaire quand même l'impose, leur dicte une certaine conduite. Au-delà de cela, qu'il ait une réelle vision qui s'inscrive un peu dans ce qui est devenu une mode aujourd'hui, le panafricanisme, où on estime que c'est eux, ce sont ces militaires-là qui viennent donner une nouvelle indépendance à l'Afrique. S'ils le réussissent, demain, je crois qu'on va pouvoir applaudir, mais ce n'est pas évident et j'espère qu'ils auront la sagesse et la lucidité de réussir cette mission-là. Alors, Gabin, est-ce que aujourd'hui ces militaires ont les ingrédients nécessaires pour redresser le Niger comme cela se doit après le forum dialogue national inclusif? Oui, ils ont les ingrédients. Le premier ingrédient, c'est l'intelligence et la sagesse. C'est la première des choses. Et ensuite, ils ont la population, surtout une population très jeune,
prêts à travailler. Donc, s'ils mettent en œuvre tous ces ingrédients-là, je pense qu'ils peuvent aller très loin. On vient de citer le cas de Jerry John Rawlings. C'est un monsieur qui allait même dans les caniveaux pour enlever les voilà, donc c'est un monsieur travailleur. Il faut mettre la population au travail, c'est la première des choses. La démocratie, bon, ça vient après. On est en train d'apprendre. C'est vrai que le Niger est une république, mais il faut mettre la population premièrement au travail, les mettre à l'aise, et ensuite on verra ce que ça va devenir. Mais, alors, Germain parlait de la vision du général Rawlings. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut évoquer le même cas quand il s'agit du Niger? Non. Que cette vision, elle est partagée. Non, est-ce qu'elle est claire d'abord avant d'être partagée? Non, vous savez, Rawlings était parti d'un constat, que son pays était mal géré. Donc, il faut tout ravager, même s'il faut verser du sang humain, il faut tout ravager pour tout reconstruire. Et il a réussi. Maintenant, ceux-là, ils sont venus au Niger. Ils sont nigériens. Ils sont nigériens. Et ils étaient aux affaires. Contrairement à Rawlings, qui n'était pas aux affaires. Il n'était pas le garde tout d'un président et autres. Il voyait les choses de loin et il a dit, il faut que ça change dans mon pays. Mais ceux-là qui sont au Niger aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient dans le système. Heureusement que ils se sont dit, ça ne nous amènera pas loin. On va changer. Maintenant, dans le futur, est-ce que leur idéologie, ça va porter fruit, ça va profiter aux Nigériens? C'est ça le problème, parce qu'ils ne seront pas là, même chez Dieu, on dit toujours, il y a l'alternance. Ils ne seront pas là ad vitam aeternam. Il faut bâtir une démocratie. Les bases doivent être assez solides pour que, même si un démon vient au pouvoir, après 2 mandats, qu'il parte, ou bien après le nombre de mandats qui sera inscrit. Je suis sûr qu'ils vont voter une nouvelle constitution. Hein. Oui. Après le nombre de mandats qui sera inscrit dans la constitution, que la personne parte et que cette personne-là ne pense pas à faire venir d'autres puissances qui vont venir piller ensuite les ressources pour préserver, lui, son trône. Donc, c'est très important. Moi, j'aurais préféré que Tiani, après ce forum-là, qu'il laisse la transition couler et puis qu'il se dise je ne vais pas participer aux prochaines élections, qu'il se mette en retrait parce qu'il y a tellement d'allégations qui sont faites disant que c'est parce que Bazoum voulait le changer et ainsi de suite. Qu'il parte la tête haute. Moi, c'est tout mon, c'est que ces actions démontrent ces allégations. Véritablement, c'est tout. Qu'il ne montre pas que lui aussi, c'est un avide du pouvoir. Non. Tu mets le pays sur les bons rails et puis tu te mets en retrait tout simplement parce qu'il y a tellement de têtes au Niger qui peuvent conduire ce pays-là vers le développement. Pour finir rapidement, est-ce que le Forum national inclusif est le seul cadre pour un plan de sortie de crise, Ibrahim? Non, je disais donc que les militaires, surtout le général Tiani, a une vision. Il sait où il veut amener le Niger. Donc, mais du moment où il a été acculé avec les sanctions et tout ça, là, les pressions un peu partout de la France et tout ça, là, donc il est obligé de se rabattre sur la population puisqu'il estime qu'il tire une certaine légitimité. Donc c'est ensemble qu'ils vont définir maintenant le chronogramme en tout cas de sortie de crise au niveau de la transition et voir éventuellement comment conduire cette transition, la durée, les actes à poser, s'il y a un référendum à organiser, tout ça là, donc il va tout organiser, bien sûr en ayant l'aval de la population. Mais ce que nous pouvons dire d'ores et déjà, c'est qu'il fasse un effort pour se soustraire du populisme qui entoure le plus souvent la gestion des transitions en Afrique. Parce que certains versent dans le populisme, ils arrivent, ils parlent, font des déclarations tapageuses qui émeuvent, mais en réalité, irréalisables, bien évidemment. Donc il faudrait vraiment se départir de tout ça là. Et je suis heureux quand même d'entendre au niveau de Niamey que les officiers, les militaires qui ont pris le pouvoir puissent dire qu'ils ne veulent pas rompre avec la France, mais ils doivent repartir sur des bases saines. Donc ça, c'est déjà très encourageant parce qu'on ne dit pas à bas la France n'a qu'à partir, en tout cas, celui qui est en train de leur faire le clin d'œil pour que lui vienne. Ils ne sont pas dans cette logique. Ils veulent redéfinir les bases, aller vers un partenariat gagnant-gagnant. Et si on opte pour le multilatéralisme en Afrique, j'ose croire que ça peut nous amener loin. Mais si on reste toujours dans le carcan de populisme, de souverainisme et parfois
parfois de panafricanisme, en tout cas les contours ne sont pas bien cernés, on risque d'aller dans une aventure incertaine et ça vraiment, on risque de reprendre encore un coup d'État et ça, ce n'est pas bien. Alors, repartir sur de nouvelles bases, reconquérir et asseoir sa souveraineté, son indépendance et la liberté de tes choix politiques. Mais des problèmes économiques perdurent et une dégradation de la situation sécuritaire ne sont pas des atouts pour ces généraux au pouvoir. Restez avec nous, nous en parlons après cette transition.